Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain à la demande de la Jordanie pour évoquer la situation à Jérusalem. Mais Israël réaffirme aujourd'hui son droit à construire partout dans la ville sainte. L'Égypte s'attaque à son tour au tunnel creusé depuis Gaza. Opération de grande envergure en cours dans le secteur de Rafah où un canal pourrait être creusé pour éviter les infiltrations terroristes depuis la bande de Gaza après l'attentat qui a tué 30 soldats égyptiens. La Russie va reconnaître les résultats des élections organisées le week-end prochain par les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Élections qui viennent en contrepoint de celles organisées par Kiev dimanche dernier et qui ont vu la victoire des pro-européens. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous, on va donc démarrer ce soir encore par des relations toujours très tendues entre Israéliens et Palestiniens autour de la question de Jérusalem. Et cette réunion du Conseil de sécurité qui est annoncée pour demain, réunion d'urgence à la demande de la Jordanie et des Palestiniens pour évoquer donc le dernier plan de construction de logements à Jérusalem-Est annoncé par les Israéliens et puis aussi la crainte des Palestiniens de voir Israël tenter de modifier le statu quo sur l'esplanade des mosquées. On va en parler longuement avec nos invités. Bonsoir Amir Badran, vous êtes avocat à Yafo. Bonsoir Laurent Siget, vous êtes membre du Parti travailliste. Bonsoir. On retrouvera également dans un instant à Jérusalem nos envoyés spéciaux qui sont sur place pour évoquer notamment la visite surprise aujourd'hui du maire de Jérusalem. Vous le voyez, Elliot Schenberg, Daniel Haïk et Sami Abou Diab. Visite surprise du maire de Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. אני שומע את אלה שאומרים שזה לא הזמן לבנות בירושלים. לטעמי אין זמן שאיננו מתאים לבנות בירושלים. جميع الممارسات الإسرائيلية، جميع هذه المستوطنات، جميع ما يقوم به الاحتلال في هذه المنطقة هو غير شرعي. Voilà donc pour ce premier sujet et notamment, je vous le disais, donc une journée marquée à la fois par la saisine du Conseil de sécurité réunion demain, mais cette visite surprise du maire de Jérusalem sur l'esplanade des mosquées, ce qui suscite en général beaucoup de tensions. On se souvient de ce qu'avait déclenché la visite d'Ariel Sharon il y a plus de 12 ans sur cette même esplanade des mosquées. Récit de cette journée avec Léa Berdugo. C'est au cri d'Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, que Nir Barkat est accueilli sur l'esplanade des mosquées. Le maire de Jérusalem dit s'y être rendu pour mieux comprendre les problèmes rencontrés sur ce site ultra sensible. Mais cette visite est considérée comme une provocation par les Palestiniens. Celui qui provoque, c'est ce soi-disant maire de Jérusalem, ce maire d'une ville à moitié occupée. Il se rend accompagné par des forces de sécurité d'occupation dans le plus grand lieu saint pour les musulmans et les Palestiniens. Pour ce député arabe israélien, l'esplanade des mosquées ne doit être fréquentée que par les musulmans. Les juifs n'ont rien à faire ici, c'est le lieu saint des musulmans. Dégagez d'ici, n'approchez pas d'ici. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, lui, n'est pas du même avis. Le mont du Temple doit être à tout le monde, aux juifs, aux musulmans et aussi aux chrétiens. Mais au-delà du simple débat sur l'esplanade des mosquées ou mont du Temple pour les Juifs, le climat est extrêmement tendu à Jérusalem depuis quelques jours. Même si la nuit de lundi à mardi a été relativement calme, les émeutes ont été presque continuelles depuis mercredi dernier, jour où 2 personnes ont été tuées, percutées par la voiture d'un Palestinien originaire de Jérusalem-Est.
Et une annonce qui a accru les tensions. Benyamin Netanyahou souhaite poursuivre les constructions à Jérusalem-Est. Le Premier ministre israélien l'a réaffirmé ce mardi, il reste inflexible. Je veux vous dire que ce ne sont pas nos constructions dans les quartiers juifs de Jérusalem qui éloignent la paix, mais la critique qui en découle qui éloigne la paix. Chaque camp se rejette donc la responsabilité de la montée des violences. En attendant, les autorités restent sur le qui-vive. Un calme précaire s'est de nouveau installé à Jérusalem. Alors effectivement, situation plus calme, puisque les incidents et les émeutes auxquelles on a assisté à Jérusalem ces derniers jours semblent avoir cessé. On va d'ailleurs tout de suite appeler sur place Daniel Haïk. Daniel qui est notre envoyé spécial. Bonsoir Daniel, à Jérusalem. Donc situation plus calme, tension diplomatique en revanche, puisqu'on le sait maintenant, la Jordanie a obtenu demain une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Oui, Jean-Charles, d'abord, il faut effectivement souligner que la situation se calme légèrement. On constate une légère accalmie dans les heures avec les forces de sécurité, entre les jeunes Palestiniens et les forces de sécurité dans les quartiers arabes de la capitale. Il semble effectivement que la position, enfin, le comportement, l'attitude des forces de sécurité d'une part, de la municipalité de l'autre, est peut-être favorisé une forme d'accalmie. Et effectivement, Benyamin Netanyahou reste très ferme concernant la construction en Judée et à Jérusalem en particulier. Il affirme que cette construction doit se poursuivre, que ce n'est pas un obstacle à la paix. Il s'étonne même également du double langage de la communauté internationale, du silence de la communauté internationale lorsque Mahmoud Abbas appelle justement les Palestiniens à venir protéger la mosquée d'Al-Aqsa qui se trouve juste derrière moi, et les critiques de cette même communauté internationale lorsque Israël veut construire à l'intérieur de Jérusalem, dans sa capitale, des quartiers, dans les quartiers juifs en particulier de sa capitale. Il faut souligner qu'il y a entre 160 000 et 200 000 habitants juifs israéliens dans la partie est de Jérusalem, dans les quartiers juifs de Jérusalem, et Benyamin Netanyahou ne veut pas qu'il y ait une érosion dans la position de la communauté internationale envers Jérusalem. Il craint cette érosion, il la constate et il veut y répondre avec fermeté. Ouais. Alors, Daniel Haïk, on sait que cette visite-là, ce matin, du maire de Jérusalem n'a pas suscité d'incident majeur, mais que signifie-t-elle? Pourquoi est-ce que Nir Barkat a tenu à se rendre sur cette esplanade? Bien, vous le savez, le Premier ministre palestinien s'était rendu hier sur l'esplanade du Mont du Temple pour essayer d'affirmer une forme de souveraineté palestinienne, de souveraineté arabe dans cette région, dans cette zone extrêmement sensible, à la suite justement des discours de Mahmoud Abbas. Et il semble aujourd'hui qu'on assiste à une sorte de bras de fer entre juifs et arabes, entre israéliens et palestiniens. Après le Premier ministre palestinien, eh bien, c'est Nir Barkat, le maire de Jérusalem, qui a voulu montrer que, eh bien, il est lui souverain sur le mont du Temple. Les Israéliens restent souverains sur le mont du Temple, et c'est l'une des raisons de sa visite, même s'il a effectivement voulu se rendre compte de la situation. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 20 minutes, le même maire de Jérusalem, Nir Barkat, était ici avec le nouveau commandant en chef de la police de Jérusalem pour essayer de faire le point sur la tension dans les différents quartiers arabes de la capitale. Merci Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem où le calme semble revenu. Alors, il y a plusieurs dossiers évidemment à évoquer. La situation de l'esplanade des mosquées, également ces constructions de Jérusalem-Est. L'ONU qui est saisie demain. Est-ce que vous avez l'impression, Amir Badran, qu'il y a une escalade dans cette situation de Jérusalem? Pourquoi Jérusalem, tout d'un coup, revient, on va dire, au centre des préoccupations des Israéliens, des Palestiniens? D'abord parce que Jérusalem est un endroit très très sensible. C'est le 3e lieu saint pour le monde islamique. Et le premier pour les Juifs. Peut-être aussi. D'ailleurs, jusqu'à 1967, ce sont des territoires palestiniens. Avec la guerre de 6 jours, Israël occupe Jérusalem-Est et ça devient des territoires occupés. D'ailleurs, le monde entier, la communauté internationale, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe et le reste du monde, ne reconnaissent pas en Jérusalem-Est comme territoire israélien.
Et d'ailleurs, tous les accords qui en émanent, en fait, demandent que ce territoire soit respecté en tant que territoire palestinien. Maintenant, il faut comprendre que depuis, il y a eu un status quo sur les esplanades, justement sur les esplanades de mosquées. Le status quo dit qu'en fait, il s'agit d'un lieu saint pour les musulmans, mais ceci dit, il garde le droit à tout non-musulman et à tout touriste de revenir, de venir visiter, mais pas le droit pour le juif de prier, comprenant la sensibilité que cela pourrait entraîner. Et d'ailleurs, depuis quelques années, récemment, on voit qu'il y a des associations de colons juifs d'extrême droite qui essayent à chaque fois de nouveau de remettre en cause cette souveraineté et cette possibilité qui est le maître du lieu, en disant voilà, nous on va faire des randonnées et on va amener des gens, des juifs extrémistes pour dire voilà, nous sommes les maîtres du lieu, et comme ça ils le disent en clair et fort, ils le disent, le but est d'assassiner tout espoir qu'on puisse dire il peut y avoir un jour la paix entre Palestiniens et Israéliens, il n'y a pas deux États pour deux peuples, on n'accepte pas ça, et puis on veut aussi assassiner tout espoir d'une suite territoriale pour un État palestinien. Ce sont des choses qui sont dites haut et fort, ce ne sont pas des interprétations, mais c'est un but prononcé par ces groupes, ces associations. Alors Laurent Siget là-dessus. Alors, quelques petites remarques par rapport à ce qu'a dit mon ami Amir. Premièrement, Israël a, par rapport, si on fait la différence avec les territoires de Cisjordanie, Jérusalem a été annexée. C'est-à-dire que les Arabes de Jérusalem-Est sont des citoyens israéliens. Donc quand on parle de citoyens de Juifs contre des Palestiniens, ce n'est pas juste. La terminologie exacte, ce sont des Juifs contre des Arabes. Tout le monde a la nationalité israélienne. Ce qui est le paradoxe, en fait, bon, sur l'esplanade des mosquées, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Amir. Il y a un statu quo depuis toujours. Moshe Dayan a voulu ainsi. C'est lui qui a remis au Waqf, à l'époque, en 67, les clés pour gérer l'esplanade des mosquées, en comprenant qu'il fallait un compromis. C'est vrai qu'il y a des groupuscules d'extrême droite juifs qui essayent de raviver les tensions. Là-dessus, nous sommes d'accord. Là où nous ne sommes pas d'accord, et ça, je le dis, lorsque nous avons annexé Jérusalem, et ça, moi, c'est ma position depuis toujours, il y a deux possibilités sur Jérusalem. Et ça, je voudrais qu'une fois, quand même quelqu'un me réponde quand même clairement. Il y a deux possibilités. Ou on considère que Jérusalem-Est est un territoire occupé et que ça fait partie de la négociation. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais alors, il faudra aussi demander aux 270 000 Arabes israéliens de Jérusalem-Est de rendre à ce moment-là leur nationalité israélienne et devenir palestiniens. Parce que lorsque vous voyez les files, moi j'ai habité 5 ans à Jérusalem, lorsque vous voyez les files d'attente qu'il y a à côté du ministère de l'Intérieur pour obtenir la nationalité palestinienne, de gens qui sont la nationalité israélienne par des Palestiniens, c'est quand même extraordinaire que d'un côté, on vous dit que Israël est un État extrêmement d'extrême droite, sauvage, qu'on ne laisse pas les gens prier, etc. Mais lorsque vous allez au ministère de l'Intérieur, il y a des files complètes. Ça coûte 1000 shekels pour vous garder une place. Pour devenir israélien, les gens veulent devenir israéliens. Alors il faut répondre à cette question de façon simple. Si vous voulez que ça fasse... Attendez, je vais vous dire. Si vous voulez que Jérusalem-Est fasse partie de la négociation, il faudra au moment de la négociation que ces gens-là rendent leur nationalité, 2, ne touchent plus les allocations familiales qu'ils touchent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des citoyens, pas de luxe, mais de super luxe, quoi. Ils n'ont aucune obligation par rapport au pays. Ils étudient leur programme scolaire d'après le programme jordanien, mais lorsqu'ils doivent se faire soigner dans les 4 meilleurs hôpitaux du Proche-Orient, c'est-à-dire chez nous à Jérusalem, ils sont là. Lorsqu'ils doivent travailler, ils sont là. Et lorsqu'il faut les allocations familiales, ils sont là. Alors il va falloir, comme on dit chez nous, boire ou conduire, il faut choisir. Il va falloir choisir si on veut devenir palestinien avec tout ce qui en découle, ou si on veut rester israélien. Parce qu'on n'a jamais posé la question, en fait, aux Arabes israéliens, aux Arabes de Jérusalem-Est. Il y a une grosse différence entre les deux. La première chose qu'il faut commencer par faire, c'est vraiment leur poser la question et non pas décider à leur place. Ça, c'est un. Mais je crois qu'il peut. Amir, la réponse est simple. S'il y a des files d'attente à côté du ministère de l'Intérieur, c'est que visiblement ils ont envie d'être israéliens. Il faut comprendre que pour vivre en Israël, il faut répondre à certaines conditions. Et la vie en Israël, la vie sociale demande, pour que je puisse avoir une sécurité sociale, pour que je puisse aller chez le médecin, je dois remplir certaines
certaines conditions. Ces gens-là ne remplissent aucune de ces conditions, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'aucun avantage que les citoyens... allocations familiales, ils n'ont pas les allocations citoyens normaux... Ils n'ont pas les allocations familiales. Ils ne touchent pas les allocations familiales, la pension. Pour parler de leur carte d'identité, leur carte d'identité leur permet uniquement la citoyenneté, la résidence partant et non pas la citoyenneté. Ce qui veut dire qu'ils appartiennent à nulle part, c'est des mutants. Ils ont juste une résidence. Ils peuvent même aller voter pour les élections. Ils peuvent même aller voter pour les élections municipales. Ils ont fait le choix de ne jamais le faire. S'ils veulent partir quelque part, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont prisonniers de deux côtés. Ils sont prisonniers du côté jordanien et puis ils sont prisonniers du côté israélien. Pour passer dans certains checkpoints, ils doivent passer à des certaines frontières et ils ne sont pas acceptés dans d'autres. C'est le cas pour moi. C'est le cas pour moi aussi. Lorsque moi je passe de Jérusalem en Cisjordanie, je suis contrôlé. Tout le monde est contrôlé. Pas, s'il vous plaît. Tout le monde est contrôlé. Quand ils veulent partir ailleurs quelque part et rester quelque temps, vous avez la sécurité sociale israélienne qui les détraque et qui les cherche, qui envoie des investigateurs spéciaux pour justement leur enlever cette résidence, pour leur dire voilà, maintenant vous n'avez plus le droit d'y rentrer même. Donc je peux vous dire que leur situation n'est pas aussi contente telle que vous le dites. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des fuites? D'autant plus qu'ils sont en train de payer des taxes comme vous et moi, et c'est pour ça que s'ils ont le droit de toucher les allocations, c'est grâce à ça et non pas grâce à autre chose. Ceci dit, le problème n'est pas là. Le problème il est là. Le problème n'est pas là du tout. Écoutez, je vais vous dire pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité a été saisi. Le Conseil de sécurité a été saisi non pas par une initiative pour l'initiative de saisir le Conseil de sécurité. Il a été saisi parce que c'est un résultat d'un non-avancement de tout ce qui concerne du processus de paix. Écoutez, on a passé un été très très dur, surtout sur Gaza, avec l'attaque sur Gaza, avec des milliers de morts et de milliers de... La faute à qui ? La faute à qui? C'est quand même pas nous qui avons commencé. Peu importe. Non, c'est pas peu importe. Vous êtes citoyen israélien, monsieur Badran, vous êtes citoyen israélien. Alors que l'armée israélienne dit qu'elle est la plus morale du monde, alors là, je vois pas où est la morale. Non seulement elle est la plus morale, mais heureusement pour nous, elle est la plus intelligente. Si nous avions... Mais laissez-moi terminer, je ne suis pas interrompu. Non, monsieur Badran, il ne pouvait pas dire n'importe quoi non plus. La deuxième chose à comprendre, on revient sur le sujet. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'en fait, les enchaînements et le relancement de la construction d'Israël dans les territoires occupés, ce sont des choses interdites au niveau international et elles sont contraires à tout accord signé. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir là dans ce reportage avec le Premier ministre Bibi Netanyahu disant que c'est la critique de construire, c'est elle qui empêche la paix, c'est cracher dans la figure des gens et leur dire il pleut. Alors ça, franchement, là encore, les émeutes avec la provocation des extrémistes juifs sur les esplanades qui ne cessent d'augmenter tous les jours. On voit ça depuis 2 semaines. Et le problème n'est pas un problème religieux. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu le problème de dire voilà aux juifs et en non musulmans, même aux chrétiens, de venir passer en tant que tourisme, de voir le lieu, de s'y rendre s'ils veulent. Mais quand vous avez des associations qui travaillent en dessous en disant voilà il s'agit du mont du temple et nous on veut récupérer ça, là est le problème. Alors, et il faut ajouter à ça juste une phrase, la confiscation récemment de 400 hectares par l'État, par le gouvernement israélien, des territoires palestiniens autour de Bethléem, en disant voilà, ça c'est le prix à payer à cause des trois juifs qui ont été tués. Remettons tout de même un peu de l'ordre. Sur ces constructions. Alors sur les constructions, il faut faire une différence claire. Moi je suis d'accord avec Amir sur la Cisjordanie, il y a une différence pour moi fondamentale entre les colonies qui sont construites dans la Cisjordanie et ce qu'on appelle Jérusalem. Jérusalem, à partir du moment où vous avez donné la citoyenneté aux Arabes de Jérusalem-Est, le statut de la ville, le statut devient tout à fait différent par rapport à ce que vous faites. Lorsque vous construisez une colonie à côté de Naplouse et lorsque vous construisez à côté dans Jérusalem, ce n'est pas la même chose. Au moins à mes yeux. C'est ce que dit Netanyahou aujourd'hui, et là-dessus... Sur Jérusalem, je répète, et que sur Jérusalem, je suis d'accord. Là où je suis d'accord avec Amir, c'est qu'effectivement, il y a des groupuscules d'extrême droite qui essayent d'attiser les tensions et qui font des rachats à l'intérieur des quartiers
des quartiers comme Silwan, là, je suis opposé à ça parce que ça n'a pas aucun intérêt, ni politique, ni diplomatique, et ça n'apporte rien à part du désordre. C'est ce qui cause les émeutes, en fait. C'est ce qui cause les émeutes. C'est pour ça qu'il y a les polices. Les émeutes sont aussi causées par le monsieur qui se trouve juste ici derrière nous. Donc c'est pas tout à fait juste. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut absolument que le ministère de l'Intérieur mette fin à l'activisme de ces groupuscules d'extrême droite qui sont là pour foutre la merde. Ça, il faut le dire. Et là-dessus, nous sommes d'accord. Sur le fait, vous avez décrit une situation qui est tellement horrible pour ces malheureux Arabes de Jérusalem-Est, c'est quand même extraordinaire que chaque fois que vous faites des sondages, que ce soit n'importe quel le Brookings Institute qui fait des sondages à Jérusalem, tout le monde veut rester israélien. Parce que le monde entier, les Norvégiens, les Belges, les Français, tout le monde veut qu'on rende Jérusalem-Est, mais personne n'a jamais demandé aux intéressés si eux voulaient devenir palestiniens. Ça, c'est une question qui est fondamentale et qu'il va falloir absolument se poser lors des négociations aussi. Alors, sur les constructions, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre les quartiers, effectivement, identifiés comme étant des quartiers arabes de Jérusalem-Est, et puis d'autres quartiers où doivent être construits ces fameux logements qu'a annoncé Benjamin Netanyahou? Ah non, à mon avis, il n'y a aucune différence. Il faut comprendre. D'ailleurs, votre envoyé spécial, M. Daniel, il a parlé des quartiers juifs en Jérusalem. Il n'existe pas des quartiers juifs en Jérusalem. Il y a, que je sache, Jérusalem a été partagée en plusieurs quartiers. Il y a le quartier juif, le quartier musulman, le quartier chrétien. Mais ça, c'est dans la ville sainte. C'est dans la vieille ville. D'accord. Et les quartiers des Arméniens et les esplanades de la mosquée. Donc, quand on parle du quartier juif, on parle du quartier juif, on sait de quoi on parle quand on parle de... Il y a des quartiers Amir, il y a Amir, tout de même. J'ai habité Jérusalem. D'accord, on est en train de parler... Non, mais Jean-Charles est en train de poser la question par rapport aux autres zones. Et quand on parle de Silwan, par exemple, qui est un village extrêmement... palestinien. Arabe palestinien. Il n'y a pas de quartier juif là-dedans. Tout à fait. Là-dessus, nous sommes d'accord. Alors là, quand vous trouvez que Ir Amim, c'est une association d'extrémistes nous sommes d'accord. Je crois que les choses sont claires. Qui essayent à chaque fois par ruse ou des acquisitions de biens immobiliers ou par falsification des actes juridiques, s'emparer de ces biens immobiliers palestiniens, rentrer comme des voleurs en pleine nuit pour occuper ces lieux, pour après foutre la merde et dire... Tout à fait. D'ailleurs, le président Rivlin a fait une remarque à ce propos. On est là pour judaïser le quartier, on est là pour mettre fin à n'importe quel espoir qu'il peut y avoir la paix entre Palestiniens. Là-dessus, nous sommes d'accord. Je vous fais remarquer que le président Rivlin a une remarque à ce propos en disant que si nous voulions vraiment être les souverains à Jérusalem, nous devions le faire de façon honnête, c'est-à-dire ne pas rentrer comme ces pseudo-colons, là, ces groupuscules d'extrême droite néofascistes qui, eux, ils rentrent la nuit pour effectivement occuper, judaïser, tous des termes que je n'aime pas et que je rejette et qui n'ont aucun intérêt d'ailleurs. Si on veut vraiment garder la ville, ce n'est pas ces 3-4 maisons qui amélioreront la situation de Jérusalem. Alors sur les autres quartiers, c'est-à-dire ceux qui posent problème, là où on annonce les constructions de logements et que les Arabes considèrent comme étant Jérusalem-Est. D'abord, c'est tout à fait inutile, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que le ministre du Logement est un ministre d'extrême droite. Il faut quand même qu'on le dise une fois pour toutes. Lorsqu'il fait ça, il fait de la provocation, parce qu'il sait que lorsqu'il fait un appel d'offres, cet appel d'offres sera au mieux sorti dans les 6 mois. Le temps qu'on s'organise, ça va prendre 1 an. Le temps qu'on commence à construire, ça va prendre 4 ans. Donc, le but, c'est de foutre la merde. Bon, ça, il faut le dire. Ça, nous sommes d'accord sur ce point de vue-là. Il y a au sein de ce gouvernement une aile d'extrême droite, qui n'est pas de droite, qui est d'extrême droite, et qui tire vers un blocage de toute solution. C'est les choses là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord, les choses sont claires, quoi. Mais il faut tout de même être précis. De toute façon, nous ne pouvons pas accepter, aucun État souverain ne peut accepter la violence, qu'elle soit juive ou qu'elle soit arabe. Il faut que l'État reprenne ses droits et ses devoirs et mette fin aux violences à Jérusalem, de quelque côté qu'ils viennent, que ce soit du côté juif... provoquer la violence et après dire, voilà, nous on est obligé de maintenir qu'il n'y ait pas de violence. Amir, j'ai bien dit, si vous m'aviez écouté, j'ai bien dit que la violence vienne de quelque côté qu'il soit, du côté juif ou du côté arabe. Lorsqu'on gouverne, on doit faire respecter la loi et la loi seulement. D'ailleurs, il faut parler de l'esplanade des mosquées, parce que là tout à l'heure dans le reportage, on a vu monsieur le maire Nir Barkat qui a fait un tour sur les esplanades. Il faut comprendre aussi que la souveraineté
sur les esplanades et le contrôle des lieux appartient au gouvernement jordanien et au Waqf islamique et non pas à l'État, au gouvernement israélien. Pourquoi ? Parce que Israël a décidé qu'il en sera ainsi parce qu'Israël ne voulait pas, en 67, et c'est Moshe Dayan qui l'a décidé, gouverner des lieux saints autres que des lieux juifs. Ça, c'est une décision. Donc vous pourriez quand même le reconnaître parce que ça, c'est un point très important aussi. C'est vrai, il faut le dire. Mais ceci dit, il faut comprendre que, de facto, la souveraineté est une souveraineté israélienne qui est là-bas. C'est-à-dire que le gouvernement israélien, l'armée ou les forces de sécurité rentrent quand ils veulent et imposent ce qu'ils veulent sur les esplanades. Ça fait partie aussi du status quo qui a été décidé il y a 40 ans. Alors je voudrais qu'on écoute quelques réactions justement à propos de la décision de la Jordanie et des Palestiniens de saisir justement les instances du Conseil de sécurité, comme c'est le cas régulièrement ces derniers mois. Est-ce que c'est la bonne stratégie ou pas ? Question posée et réponse dans la rue aujourd'hui en Israël. Ça prendra du temps, mais s'ils discutent ouvertement, ça pourrait marcher. Tout le reste est insignifiant. Pourquoi pas, mais que ça nous arrange aussi, qu'on s'en sorte bien aussi. Je ne pense pas qu'ils devraient s'adresser à l'ONU, mais on ne peut pas les en empêcher si c'est ce qu'ils veulent. Ils devraient agir, mais dans le cadre des lois internationales, évidemment, pour obtenir le droit de fonder un État. S'ils n'ont pas l'accord d'Israël, alors ils doivent s'adresser directement à l'ONU. Ils sont obligés de s'adresser à l'ONU, autrement rien ne bougera ici. C'est leur droit. Est-ce que ça me plaît ? Non, ça ne me plaît pas. Voilà, donc stratégie de s'adresser. Je suis étonné. Ouais, je suis moi-même assez étonné de ce genre de réaction. Ça a été filmé où, ça ? C'est en Israël. Vous êtes sûr ? Écoutez, c'est des prémices, des choses bien. Je vais l'espérer que la rue israélienne en général, que ce soit juif ou arabe, voit les choses de cette manière-là, qu'il s'agit d'un droit palestinien pour lequel ils veulent saisir le Conseil de sécurité parce qu'ils voient qu'il y a on n'avance pas avec les pourparlers directs, on n'arrive pas avec entre guillemets, nos amis américains et nos amis européens à aboutir à une certaine carte qui va nous mener quelque part. Et puis, du coup, quand on a essayé de parler de ces pourparlers directs, en fait, on n'arrive pas. Et le seul recours qui reste au président Mahmoud Abbas, c'est le recours aux instances internationales, la saisie du Conseil de sécurité, en disant voilà, on a tout essayé, on en a marre à chaque fois de parler pour aboutir à rien. Essayons justement de faire pression à partir de la communauté internationale sur Israël pour comprendre que cette fois-ci, elle n'aura pas le choix. On lui a donné l'occasion de donner et traiter des conditions avec les Palestiniens. Elle n'y arrive pas, on va lui imposer les conditions. On arrête là, 10 secondes. Là-dessus, vous êtes d'accord ou pas ? Je suis d'accord que le blocage du processus de paix n'est pas une bonne chose. Effectivement, ce gouvernement ne fait rien pour promouvoir les choses et surtout pour calmer un peu le jeu. Allez, voilà, on se retrouve dans un instant. On va se quitter de nouveau sur des images de Jérusalem. On se retrouve dans un instant pour la suite du Grand Direct. Merci Laurent Siget, merci Amir Badran. On évoquera de nouveau, d'ailleurs, la situation en Cisjordanie dans un instant, mais cette fois du côté des implantations avec 2 reportages, dont celui consacré au Gush Etzion. Merci. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain à la demande de la Jordanie pour évoquer la situation à Jérusalem. Mais aujourd'hui, Israël réaffirme son droit à construire partout dans sa capitale. L'Égypte s'attaque à son tour au tunnel creusé depuis Gaza, une opération de grande envergure en cours. Des habitants invités à quitter leur domicile et un canal qui pourrait être creusé pour éviter les infiltrations après l'attentat qui a tué plus de 30 soldats égyptiens. On en parle dans un instant. La Russie va reconnaître les résultats des élections organisées par les séparatistes pro-russes dimanche prochain dans l'est de l'Ukraine. Élections qui viennent en contrepoint de celles organisées par Kiev et qui ont vu les pro-européens l'emporter dimanche.
L'Égypte a donc lancé depuis dimanche une opération de grande ampleur dans le Sinaï et plus précisément dans le secteur de Rafah, frontalier avec la bande de Gaza. Persuadé que les auteurs de l'attentat meurtrier de vendredi qui a tué plus de 30 soldats venaient de Gaza, eh bien l'Égypte veut établir une zone de sécurité au sud de la bande de Gaza en creusant notamment un canal afin d'éviter les infiltrations souterraines. Aynan Siksik avec Leslie Rezouke. Après la mort de 33 soldats égyptiens vendredi dans un attentat dans le nord du Sinaï, l'Égypte se prépare à réagir. Au Caire, on évoque l'idée d'ériger une barrière de 13 km le long de la frontière avec Gaza. Une mesure censée dissuader les terroristes islamistes d'entrer et de sortir presque librement de l'enclave palestinienne. Nous sommes victimes d'une grande conspiration. L'attaque contre l'armée égyptienne était soutenue par des puissances étrangères. Le Hamas nie toute implication dans l'attentat, mais l'Égypte maintient néanmoins que les assaillants ont été formés à Gaza. Conséquence, le Caire se retire de son rôle de médiateur dans les pourparlers entre Israël et le Hamas. Ce lundi, un juge égyptien a ordonné l'arrestation de 21 activistes pro-démocrates. Une décision de justice qui intervient au tout début de la révision de leur procès pour violation des lois anti-manifestation. La Cour ordonne l'arrestation de tous les accusés et leur détention jusqu'à la fin de la procédure. La lecture de la décision a été accueillie par les cris des accusés. Depuis leur cage, ils scandent leur hostilité face à ce qu'ils qualifient de justice militaire. Les prévenus avaient été condamnés par contumace à 15 ans d'emprisonnement en juin dernier. Ils étaient accusés d'avoir enfreint une loi contre les manifestations publiques. Votée en 2013 après le renversement de Mohamed Morsi, cette législation impose de lourdes restrictions limitant la liberté de rassemblement. Alors que l'État islamique gagne du terrain et s'empare des puits de pétrole libyens, l'Égypte est en train de réaliser l'ampleur de la menace islamiste qui pourrait engager une réaction militaire égyptienne. Une question se pose alors, le régime militaire est-il suffisamment stable pour affronter à la fois les défis intérieurs et extérieurs ? En Syrie, les premiers renforts kurdes venus d'Irak ont pris la route aujourd'hui pour rejoindre Kobané. En Syrie, la ville assiégée par les djihadistes de l'EI. Ces peshmergas d'Irak devront transiter par la Turquie qui a accepté de les laisser passer sur son sol. Léa Berdugo. Des peshmergas en renfort à Kobané. Les combattants kurdes ont quitté leur base en Irak pour rejoindre la ville syrienne afin de la défendre face aux djihadistes. Des officiers kurdes ont confirmé le départ de 2 contingents. Le premier est composé de 80 combattants. Ils ont quitté leur base d'Erbil en prenant la route. Le second contingent de 72 combattants partira mercredi pour la Turquie par les airs. Il rejoindra ensuite la frontière turco-syrienne vers Mursit-Pinar, la localité la plus proche de Kobané. Les autorités turques ayant autorisé le passage de son territoire à ces dizaines de peshmergas envoyés en renfort. Ankara qui souhaite également que l'opposition modérée syrienne prenne le contrôle de Kobané plutôt que les Kurdes ou le régime syrien. Et par opposition modérée, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Davutoglu, entend l'armée syrienne libre, l'ASL. La Turquie plaide depuis un certain temps pour un renforcement de cette émanation de l'opposition modérée syrienne. Washington a de son côté engagé des discussions avec le principal parti kurde de Syrie, que la Turquie considère comme un mouvement terroriste. La Turquie fait également face à un afflux constant de réfugiés syriens, problème auquel est consacrée une conférence internationale à Berlin. Les réfugiés syriens, sujet constant d'inquiétude pour les pays voisins. Comme je l'ai déjà dit, les pays d'accueil approchent de leur capacité maximale à répondre aux besoins des réfugiés syriens. La limite a déjà été atteinte. Avec 3 millions de réfugiés dans les pays frontaliers et 6 millions de déplacés, près d'un Syrien sur 2 a changé de lieu de résidence depuis 2011. Et l'État islamique, lui, continue son activité de propagande sur les réseaux sociaux avec la diffusion aujourd'hui d'une vidéo mettant en scène un otage britannique dans ce qui semble être la ville de Kobané. Joseph Emmanuel. La vidéo débute comme n'importe quelle émission d'actualité. Discrètement, un logo apparaît. Et John Cantley, otage de l'État islamique depuis novembre 2012, apparaît tel un envoyé spécial au service de la mouvance islamiste.
Bonjour, je suis John Cantley et nous sommes aujourd'hui dans la ville de Kobané à la frontière syrio-turque. Juste derrière moi, la Turquie, et nous sommes ici au cœur d'une zone censée être sécurisée par les hommes du PKK, une zone maintenant totalement contrôlée par l'État islamique. Ici, à Kobané, on ne croisera pas un seul journaliste occidental, alors même qu'il disait récemment que l'État islamique se retirait de la ville. Une nouvelle vidéo de propagande dans laquelle l'État islamique récupère tous les codes des médias occidentaux pour combattre l'Occident et faire passer un message. Les médias occidentaux nous mentent. Aucun élément n'indique quand est-ce que la vidéo a été tournée, mais Cantley fait référence à des informations diffusées par la BBC le 17 octobre dernier. Depuis cette date, les combats continuent dans une ville que cible la coalition internationale par des frappes aériennes pour aider des combattants kurdes moins armés que les djihadistes. Suite aux décapitations d'otages commises dans une macabre mise en scène, le père de John Cantley enregistrait juste avant sa mort une vidéo dans laquelle il exhortait l'État islamique à libérer son fils. On en parlait dans le début de ce journal. L'armée israélienne avait annoncé il y a quelques semaines la confiscation de terres en Cisjordanie dans le secteur de Gush Etzion, et ce, afin d'assurer la sécurité des habitants après le meurtre des 3 adolescents israéliens en juin dernier. Cette décision n'est pourtant pas encore entrée en vigueur dans les faits. Explication Mathias Inbar sur place. C'était il y a 3 mois. Binyamin Netanyahou a annoncé la nationalisation de 4000 dunams, soit environ un demi-hectare dans le Gush Etzion, en Cisjordanie, en réponse à l'assassinat des 3 jeunes adolescents israéliens enlevés justement dans la région. L'État avait alors donné 45 jours aux Palestiniens pour faire appel de ce plan de construction, un délai expiré depuis le 15 octobre dernier, sans qu'aucun Palestinien ne fasse appel. Il vient pourtant d'être prolongé de 30 jours. En toile de fond, selon l'administration foncière que nous avons contactée, 2 avocats palestiniens n'auraient pas eu le temps de déposer le dossier. Pour les habitants des implantations juives du Gush Etzion, cette décision est incompréhensible. Un Palestinien qui prouverait que c'est sa terre, cela ne nous poserait aucun problème. Nous n'avons aucune intention de voler la terre de qui que ce soit. Après 45 jours, personne n'est venu affirmer qu'il s'agissait de sa terre. Il me semble bien que personne ne peut le prouver non plus. C'est pour ça que cela ne sert à rien de bloquer le plan de construction. Quand quelqu'un viendra me prouver que ce sont ces arbres depuis 30 ans, alors on pourra discuter. Et ce alors que Binyamin Netanyahou vient d'annoncer un plan de construction de plus de 1000 unités de logement dans les quartiers est de Jérusalem, à Ramat Shlomo et à Homa. Mais là aussi, problème de timing. Les États-Unis disent que ces constructions sont incompatibles avec la paix, alors que les premières maisons dans ces quartiers ne verront le jour que dans 8 ans. Benjamin Netanyahou et son gouvernement veulent construire en Cisjordanie et veulent faire avancer ces plans de construction. Mais je ne pense pas qu'ils ont suffisamment de détermination et de fermeté pour y arriver. Ce gouvernement a peur, il est sur la défensive. C'est pour ça qu'on se sent menotté. L'annonce par Binyamin Netanyahou de la construction de plusieurs milliers d'hectares derrière moi était-elle une manière pour le Premier ministre israélien de s'attirer le soutien de son électorat de droite et les habitants juifs des implantations de Cisjordanie? Il reste au moins 30 jours pour le savoir. Autre mesure qui fait parler en Israël, celle envisagée par le ministre de la Défense. Il souhaite que les travailleurs palestiniens rentrant d'Israël en Cisjordanie chaque soir ne prennent plus les mêmes lignes de bus que les habitants des implantations juives. Des motifs de sécurité sont invoqués, mais le procureur général d'Israël a demandé des explications. Qu'en est-il concrètement de cette situation sur ces lignes d'autobus? Enquête signée Léa Berdugo avec Nassib Safadi. Le bus de la discorde. Depuis plusieurs années, Oren Hazan milite pour interdire aux ouvriers palestiniens d'emprunter les bus directs partant de leur lieu de travail, Israël, pour se rendre chez eux dans les territoires palestiniens. Le but, selon lui, une meilleure surveillance pour éviter tout risque d'attentat près des implantations juives israéliennes. Beaucoup de Palestiniens descendent à cette station de bus. Ils descendent par dizaines, vingtaines, trentaines. Presque tous ceux qui descendent sont des Palestiniens. Personne ne sait s'ils sont légaux ou illégaux en Israël. Ils reviennent avec leur sac et personne ne les vérifie. Personne ne sait s'il y a un couteau à l'intérieur, s'ils ont des haches ou des marteaux. Il invoque également des agressions sexuelles d'Israéliennes par des Palestiniens qu'il estime fréquentes. Je connais personnellement des gens qui ont été harcelés sexuellement, qui ont été touchés, on leur a caressé les jambes ou les cheveux.
Oren Hazan peut donc se réjouir. Il y a quelques jours, le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, a annoncé cette mesure interdisant aux travailleurs palestiniens d'emprunter les lignes directes du centre d'Israël jusqu'au territoire. Conséquence, ils seront séparés des Israéliens et contraints à utiliser des bus au départ du point de passage d'Eyal, près de Kalkilia, éloigné du centre du pays. Sans surprise, cette décision est décriée par les Palestiniens. Ayman Khamis Embarqué travaille en Israël depuis 15 ans. Document à l'appui, il fait part de sa légitimité à circuler librement. Au début, nous arrivions à monter dans les bus israéliens, même si nous n'en avions pas le droit. Quelquefois, on s'est fait attraper. Après cela, on a reçu une autorisation du gouvernement pour pouvoir prendre le bus légalement, à partir du moment où ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème. Selon ces voyageurs, la plupart des utilisateurs de ces bus sont palestiniens. Pour Ayman, s'ils sont exclus de ces lignes, il n'y aura plus grand intérêt pour la compagnie routière à poursuivre ses trajets. La marine israélienne vient de procéder à un exercice naval dans le nord du pays. Objectif, parer à une éventuelle tentative d'infiltration maritime depuis le territoire libanais. Autre menace qui inquiète sérieusement les autorités israéliennes. Reportage, Maxime Pérez. On les appelle les Super Dvorah, ce sont les patrouilleurs rapides de la marine israélienne. Dans chaque embarcation, une dizaine d'hommes entraînés au combat naval. Leur mission, surveiller la frontière nord d'Israël, ou plutôt scruter toute embarcation suspecte en provenance des côtes libanaises. Du fait de la proximité entre la frontière libanaise et les premières localités israéliennes, il y a un risque très important d'infiltration. Le temps qu'il faut à une petite embarcation rapide pour passer la frontière et atteindre le littoral israélien pour attaquer des civils, c'est quelques secondes. On parle de 10 à 40 secondes. Il y a les risques d'infiltration par la mer, mais aussi un sérieux litige autour des frontières maritimes avec le Liban. Beyrouth accuse son voisin israélien d'empiéter sur ses eaux territoriales en exploitant les immenses gisements de gaz au large de la Méditerranée. À plusieurs reprises d'ailleurs, le Hezbollah a menacé de prendre pour cible ces ressources stratégiques pour Israël. En mer, dans certaines circonstances, notre mission est aussi d'empêcher des attaques ou des actes de sabotage contre nos plateformes de gaz en Méditerranée. Pour maintenir leur capacité opérationnelle, ces unités d'intervention rapide s'entraînent une fois par mois, en conditions réelles. En cas d'incident, ces patrouilleurs sont les premiers à intervenir sur zone. Parmi les scénarios que répètent ces marins, la coordination avec l'armée de l'air, comme cet hélicoptère Panther. En cas d'accrochage, ces appareils peuvent être amenés à participer au combat, mais le plus souvent, ils sont sollicités pour évacuer des blessés. Leur soutien est indispensable au bateau. Ces patrouilleurs opèrent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. C'est d'ailleurs quand le soleil se couche que la situation devient critique. La nuit, la visibilité est moins bonne et notre crainte évidemment, c'est une attaque. Il y a donc une vraie difficulté, ce qui nécessite d'être très soudé, beaucoup plus vigilant et aussi plus précis, de manière à réagir dans un laps de temps très rapide et avec beaucoup de professionnalisme. Une vigilance sans arrêt mise à l'épreuve, des répétitions jusqu'à l'épuisement et dans n'importe quel type de conditions. Dans cette simulation, un patrouilleur doit détruire une cible suspecte, symbolisée par cette bouée. Une unité d'intervention a quelques minutes pour rejoindre le point d'impact et déclencher un véritable déluge de feu. Après plus d'une dizaine d'heures d'entraînement, ces hommes rentrent à quai au port militaire de Haïfa. Indirectement, leur présence à la frontière libanaise sert aussi à défendre la troisième ville du pays, une agglomération de 500 000 habitants et aussi l'un des poumons économiques d'Israël. En Tunisie, les observateurs européens dépêchés sur place se sont félicités de la tenue du scrutin de dimanche et du respect des règles démocratiques. Les résultats officiels ne sont pas encore proclamés, mais le parti islamiste Ennahda au pouvoir a d'ores et déjà annoncé qu'il était battu par les laïcs de Nida Tounes. On en parle tout à l'heure longuement. Ce sera le thème du débat du Grand Direct dans une quinzaine de minutes.
La Russie, elle a accepté de reconnaître les résultats des élections législatives en Ukraine, malgré la victoire des partis pro-occidentaux. Mais en contrepoint, les Russes vont également soutenir les élections organisées dans l'est de l'Ukraine par les séparatistes dimanche prochain, alors que les combats, eux, ont déjà repris dans cette zone toujours très instable. Leslie Rezoug. Des partis pro-occidentaux qui tentent de former une coalition à Kiev et un nouveau scrutin qui se prépare en Ukraine. Exclus du vote de dimanche dernier, ce sont 3 millions d'électeurs qui vont bientôt être appelés aux urnes. Dimanche prochain, les habitants de la région pro-russe du Donbass comptent bien voter en faveur d'un rattachement au pouvoir de Moscou. Un scrutin d'ores et déjà contesté par Kiev, mais la Russie a prévenu, elle reconnaîtra les élections dans les 2 républiques populaires de Donetsk et Lugansk. Les élections qui doivent se tenir dans les 2 républiques proclamées par les séparatistes de Lugansk et de Donetsk seront très importantes pour légitimer les autorités. Il s'agit de l'un des points les plus importants des accords de Minsk. Nous espérons que les élections seront tenues comme convenu et nous reconnaîtrons bien entendu leurs résultats. Nous espérons que l'expression du peuple sera libre et que personne ne viendra tenter de la perturber de l'extérieur. Selon les autorités russes, il s'agit en effet d'entériner le pouvoir des gouvernements du Donbass, une décision légitime dans le cadre des accords de Minsk. Mais une telle déclaration ne pourrait que détériorer un peu plus les relations entre Kiev et Moscou, car le gouvernement ukrainien dénonce un frein au processus de paix et craint déjà un nouveau scénario semblable à la Crimée. En mars dernier, cette région avait voté son rattachement à la Russie. Une possibilité qui se profile alors que le président Porochenko et son premier ministre Arseniy Yatsenyuk négocient toujours pour la création d'un gouvernement d'union. Au Mexique, les autorités continuent de chercher la trace des 43 étudiants disparus depuis maintenant plus d'1 mois. Une nouvelle fosse commune contenant des restes humains a été découverte dans l'état du Guerrero et d'autres arrestations de mafieux ont également eu lieu. Des tests ADN sont en cours pour vérifier s'il s'agit du corps de ces 43 étudiants. L'économie tout de suite. L'actualité économique, c'est avec Lionel Friedfeld. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Analyste financier. Alors, on va d'abord s'intéresser à cette liste de milliardaires chinois publiée par le magazine américain Forbes et un nombre qui ne cesse de grandir. Effectivement, c'est un chiffre, 44% de croissance. On passe de 168 à plus de 242 milliardaires chinois. À titre de comparaison, en France, il n'y a que 67 milliardaires français. Ouais, c'est dû à quoi cet essor considérable ? L'essor industriel. Et alors en tête de cette liste, c'est pas une surprise. On retrouve Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, en fait, qui a fait une introduction en bourse à la bourse de New York. En fait, sa fortune est passée de 7 milliards à 20 milliards de dollars. En fait, il avait créé cette société il y a 15 ans avec simplement 60 000 dollars. En deuxième position sur cette liste, c'est le fondateur de Baidu, en fait, qui a une fortune de 15 milliards de dollars. Et en troisième position, c'est Pony Ma, le fondateur d'un groupe Internet qui est l'équivalent, qui opère un service équivalent à WhatsApp, qui s'appelle WeChat en Chine et qui a une fortune de 14 milliards de dollars. Voilà, donc l'économie chinoise qui rapporte beaucoup d'argent. On rappelle que c'est un pays officiellement toujours communiste, ce qui peut surprendre. Alors, on va maintenant s'intéresser à la situation de 2 pays qui ont été au cœur de l'actualité politique du week-end. On a voté. Tout d'abord, le Brésil. Là aussi, c'est un enjeu important. Situation économique qui inquiète les marchés. Alors, les marchés et surtout les investisseurs, puisque la présidente Rousseff, qui a été réélue, en fait, avait eu un mandat économique dans le Rousseff 1 qui avait été assez moyen. À titre de comparaison, en 2007, quand c'était le président Lula, il y avait à peu près 6% de croissance au Brésil. Sur Rousseff, c'est à peu près 2,4% de croissance. Et en fait, l'agence de notation Standard & Poor's avait notamment abaissé la note du Brésil à un triple B minus, et en fait c'est simplement un cran au-dessus de la catégorie de ce qu'on appelle les investissements spéculatifs. En fait, les investisseurs reprochent à la présidente notamment qu'il n'y ait pas suffisamment d'investissement dans les infrastructures. Alors on parle maintenant d'un autre pays, en Afrique cette fois, la Tunisie, situation économique là aussi sensible. Tendu parce que les réformes structurelles n'ont pas été faites, et même ça du temps de l'ancien régime. Il y a à peu près 2% de croissance. Depuis 2011, on va dire que l'économie parallèle a explosé, 50% du PIB, c'est énorme. Le taux de chômage est officiellement de 15%, mais véritablement il est beaucoup plus, et le coût de la vie a énormément augmenté. Donc ce nouveau gouvernement devra faire des réformes structurelles pour avancer.
Merci beaucoup Lionel Friedfeld, analyste financier. Une étude de santé à présent qui inquiète en Israël. Elle démontre que le taux de cancer observé dans la région de Haïfa, dans le nord du pays, est bien plus important que dans le reste d'Israël, et ce en raison de la présence sur place d'un pôle d'industrie pétrochimique. Reportage Mathias Inbar. Haïfa, la mer Méditerranée, son port international, mais également son industrie pétrochimique omniprésente dans le paysage de la ville située au nord d'Israël et son important pic de pollution qui en découle. Le parallèle n'est pourtant pas fait par le ministère de la Santé, mais selon un tout récent rapport, le taux de cancer à Haïfa entre 2001 et 2011 était de 15% supérieur à la moyenne en Israël, loin des taux enregistrés à Jérusalem, la ville la moins touchée. Des données que tente d'expliquer le professeur Robinson, éminent cancérologue israélien. Cet ancien président de l'Union internationale contre le cancer vit justement à Haïfa. Nous constatons que le cancer le plus fréquent est le cancer du sein. Mais si nous le traitons à la base, nous avons 90% de chances de le contenir. Face à celui des poumons, nous devons encore procéder à une recherche approfondie pour savoir si les industries pétrochimiques ont une relation directe. Contacté, le ministère de la Santé s'est fendu d'un communiqué. La question sera étudiée. Du côté de l'Organisation de protection de l'environnement, on affirme, preuve à l'appui, que de nouvelles normes ont été adoptées pour enrayer les pics de pollution déclenchés par ces industries pétrochimiques. Vous voyez ici cet appareil, il collecte l'air, l'analyse 24 heures sur 24, toute l'année, et il calcule le taux de pollution. Et nous disposons également d'un appareil qui nous indique d'où provient l'air pollué pour savoir quelle entreprise est concernée. Nous l'appelons et nous lui donnons 15 minutes pour régler le problème. Si rien n'est fait au-delà, nous exigeons que l'entreprise cesse son activité jusqu'à ce que tout soit en règle. Smadar Levy, elle, a vaincu un cancer du sein en 2003. Elle ne sait toujours pas ce qui a conditionné son cancer, mais depuis, ses enfants l'ont supplié de déménager l'entreprise familiale située justement en face des industries pétrochimiques. Dans les bureaux où je travaillais, l'une de mes collègues a contracté un cancer. 3 autres femmes ont également développé le virus dans les bureaux voisins. Vous savez, lutter contre ces oligarques qui possèdent ces sociétés pétrochimiques relève plus du domaine politique et cette lutte doit être soutenue par nos leaders. Équation presque insoluble, ces industries pétrochimiques sont nécessaires à l'économie de la ville de Haïfa, mais elles sont également pointées du doigt dans leur responsabilité partielle de la progression du taux de cancer. L'Union européenne va déployer une force navale en Méditerranée chargée de surveiller et de secourir les bateaux de migrants venus d'Afrique et du Moyen-Orient. Après de nombreuses tragédies ces dernières années, la marine italienne s'est souvent sentie bien seule dans ce type de mission. Reportage. Mission accomplie pour le capitaine Giuseppe Maggio et son équipage. Ils ont réussi à sauver 260 migrants en difficulté au large des côtes siciliennes, dont bon nombre d'enfants et de femmes. Moi j'ai 2 petites filles et c'est parfois difficile de concilier le côté humain et ce que tu dois faire ensuite en mer. Parfois il arrive, nous on met vraiment tout ce qu'on a dans le ventre pour que personne ne meure en mer. Mais le flux est tellement important que malheureusement, il est arrivé que des naufrages aient lieu. Syriens, Ghanéens ou encore Gambiens, tous ces migrants à peine débarqués sont désormais sains et saufs. Sur le port de Palerme en Sicile, on ne compte plus les débarquements comme celui-ci ces mois derniers. Notre façon de procéder est devenue une routine, oui. Mais ce que nous ressentons, non. Parce que c'est toujours différent. Ça dépend des gens que nous accueillons, ça dépend s'il y a des enfants ou pas, des femmes. Ça dépend des histoires. Elles sont toutes différentes. Et parfois, les histoires sont très difficiles à entendre pour ces volontaires, comme par exemple les récits de femmes violées ou encore lorsque de jeunes enfants arrivent seuls, sans leurs parents. Tout ce que vous avez donné de votre personne est immédiatement récompensé. Quand un enfant vous renvoie un sourire, un simple « thank you very much ». Avec la fin programmée de Mare Nostrum, l'opération italienne lancée il y a 1 an pour secourir les migrants en mer, beaucoup redoutent la multiplication des naufrages. Une nouvelle mission européenne de contrôle des frontières, baptisée Triton, commence le 1er novembre. 8 pays de l'Union européenne, dont la France, vont mettre des navires et des avions à disposition. Mare Nostrum espère ainsi pouvoir en profiter pour s'effacer petit à petit. On va passer tout de suite à l'actualité du cinéma.
Le cinéma, c'est avec Laetitia Loreni. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Jean-Charles. Alors, vous allez nous emmener vers une destination qui est méconnue pour le cinéma. On n'en parle pas souvent, mais c'est un cinéma qui existe, celui du cinéma iranien, avec un film qui va faire parler de lui. Oui, c'est un cinéma dont on ne parle pas beaucoup, mais on en parle de plus en plus. Il était très très présent cette année d'ailleurs au Festival du film de Venise. Mais là, je vais vous parler d'un film très particulier. Ça s'appelle A Girl Walks Home Alone at Night. En français, c'est une fille qui rentre chez elle seule le soir. Alors, c'est assez mystérieux comme ça. C'est un film qui a été présenté au Festival du film de Sundance déjà et au Festival du film américain de Deauville. C'est réalisé par l'Iranienne Anna Lili Amirpour. Et en fait, on revisite un style qu'on connaît très bien aux États-Unis, qu'on connaît aussi bien évidemment dans le reste du monde, mais qu'on ne connaissait pas en Iran. Eh bien, c'est le style du western vampire. Alors, c'est un espèce de mix de plein de genres différents, ça mixe le noir, l'horreur, le drame, la romance, l'art expressionniste, la comédie, le thriller et le commentaire social. C'est absolument extraordinaire visuellement. On en voit quelques images. Voilà, donc c'est en noir et blanc. C'est l'histoire donc de cette jeune femme qui va en fait venir sucer le sang des victimes qu'elle choisit. Et en général, elle choisit bien des victimes en anglais on appelle ça les scums. J'ai pas envie d'utiliser de gros mots d'ailleurs dans le cinéma iranien, on n'a pas le droit d'utiliser de gros mots, en vrai les déchets de la société, puisque c'est un film qui fait la critique de la société iranienne à travers cette histoire d'amour, à travers cette histoire de vampire. Donc c'est complètement fou, c'est assez particulier, c'est un style qui serait presque du Tarantino mélangé à du Rodriguez dans Sin City, enfin bref, un film dont on va vraiment entendre parler. Ouais, alors on sait que c'est assez dangereux quand on est en Iran justement de jouer avec la société iranienne et d'apposer des critiques. Certains cinéastes se sont retrouvés en prison pour ça. Ah, tout à fait. Et dans le cinéma iranien, déjà c'est quasiment impossible de faire du cinéma en Iran. Le gouvernement pose sa censure absolument partout. On n'a pas le droit de voir de la peau, on n'a pas le droit de voir de l'alcool, un petit peu comme en France aussi à la télé, mais pas au cinéma, ou même des cigarettes. On n'a même pas le droit d'écouter du rock ou de faire du rock and roll en Iran. Et elle, alors on n'a pas pu l'entendre, on a juste vu les images, mais même la bande-annonce est pleine de rock and roll, c'est absolument coup de poing. Toutes les barrières sont rompues par cette Iranienne qui a eu beaucoup de courage de faire ce film, mais qui ne rentrera certainement pas dans son pays de naissance après la diffusion de ce film en salle. Voilà, donc ça s'appelle, redites-nous le nom parce que c'est assez Alors compliqué. Ça s'appelle A Girl Walks Home Alone at Night et ça a pas été tourné, ça se passe en Iran, mais ça n'a pas été tourné en Iran, ça a été tourné en Californie. Voilà. Merci beaucoup Laetitia Loreni, film étonnant à découvrir. On va se retrouver nous dans un instant pour la suite du Grand Direct avec un débat consacré à la Tunisie. L'islamisme a-t-il été vaincu à l'occasion de ces élections? On posera la question dans un instant.